L'objectif aujourd'hui est très clair, te montrer ma stratégie exacte de comment j'analyse une action, comment je la sélectionne. Tu vas savoir aussi bien les points techniques que fondamentaux, car il faut savoir, oui, que tu as aujourd'hui deux façons d'analyser une action et de savoir laquelle utiliser. Personnellement, j'utilise les deux, aussi bien la technique que le fondamental. Il faut savoir que comme j'investis sur le long terme et non sur le court terme, je suis un peu plus basé sur le fondamental, car les valeurs de l'entreprise feront surtout ce qu'elle est dans le futur, et le technique c'est un peu plus ce qui est sur le moyen court terme. Donc il faut savoir également que je ne rentrerai pas trop dans le technique non plus, ça sera accessible à tout niveau, même si tu débutes tout seulement en bourse, ça sera accessible pour toi aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, tu vas savoir exactement ma stratégie pour analyser les dividendes, comment sélectionner les meilleures actions et surtout comment sélectionner en moins de 5 minutes. Je t'apprends ça tout de suite. On va commencer la première partie de cette vidéo avec les indicateurs techniques, car c'est une partie quand même qui est très importante pour savoir si une action est bien et fiable, et on commence avec notamment la santé de l'entreprise. Donc on va commencer directement par le premier indicateur technique pour la santé financière, c'est la capitalisation boursière. Qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, ça représente la valeur totale de l'entreprise en bourse. C'est un très bon indicateur pour savoir si l'entreprise est quand même assez solide en bourse, et si elle a de bonnes bases. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle aura de bonnes bases financières, mais en tout cas ça veut dire qu'elle est solide en bourse. On appelle ça en général des actions too big to fail, qui ont de gros poids, tels que Apple, Coca-Cola, etc. Et des entreprises qui pèsent des milliards de dollars sur le marché de la bourse. Et il faut savoir que moi, personnellement, je n'investis pas dans des entreprises qui ont une capitalisation boursière en dessous de 500 millions d'euros. Ça, c'est un argument personnel, que vous pouvez avoir peut-être le même, ça peut varier suivant les personnes, mais je n'investis pas en dessous de cette somme-là, car j'estime que l'entreprise n'est peut-être pas soit assez établie, soit elle va être un peu plus risquée sur le long terme. Je sais très bien qu'il y a d'autres entreprises qui pèsent moins et qui sont très sûres, mais c'est un avis personnel, et je préfère investir uniquement dans les entreprises qui auront des capitalisations boursières au-delà de 500 millions d'euros. Ensuite, on va passer au deuxième indicateur pour mesurer la santé de l'entreprise, et c'est tout simplement l'évolution de l'ordre et du prix de l'action. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est, comme vous voyez certainement, hein, une action, c'est un graphique, et vous pouvez déterminer ce graphique en jours, mois, années, etc. Et on ne peut pas prédire le futur en bourse, donc on doit se passer sur les chiffres du passé. Vous imaginez bien que si vous prenez une action qui n'a pas un prix stable depuis les 10 dernières années, qui a tapé des hauts historiques et puis des plus bas, des plus hauts et des plus bas, c'est assez problématique, car cette action n'a pas été stable sur le passé, et on estime en général que si par exemple une action performe bien dans les 10 dernières années, il y a de grandes chances qu'elle continue d'aussi bien performer dans les 10 prochaines années. Ce n'est pas une science sûre à 100% effectivement, mais c'est un bon indicateur pour savoir. Donc on va privilégier investir, en tout cas moi, c'est ce que je fais, dans des entreprises qui ont des passés très très positifs, comme par exemple des actions comme Nike, Apple, où on voit une très nette explosion de l'action depuis plusieurs années et en constante évolution. On ne voit pas de grosses chutes, ou en tout cas il y a toujours une rectification. Donc moi je vais privilégier des entreprises avec des bonnes bases dans le passé, notamment au niveau de l'évolution du cours de l'action. Ensuite, on va passer avec un troisième indicateur pour analyser la santé de l'entreprise que j'aime beaucoup, c'est tout simplement les capitaux propres. Donc c'est tout simplement un calcul assez simple à effectuer, c'est en fait tous les actifs donc qui rapportent de l'argent à l'entreprise et qui constituent son chiffre d'affaires à la fin, moins tous les passifs, donc ce qui fait sortir l'argent à l'entreprise. Par exemple, ça peut être des dettes, ça peut être des investissements, ça peut être rémunérer les actionnaires, rémunérer ses employés, etc. Et tout ça, en fait, quand on fait ce calcul-là, ça donne les capitaux propres, et donc, entre guillemets, le bénéfice net de l'entreprise, et donc c'est ce qui tombe directement dans leur poche. Vous imaginez bien qu'on va privilégier une entreprise à laquelle, évidemment, les bénéfices seront positifs, car ça veut dire qu'ils auront du cash, de la liquidité encore, qu'ils pourront réinvestir par exemple dans leur développement, etc. Et donc il faudra toujours, ou dans la majorité des cas en tout cas, privilégier une entreprise qui a des capitaux propres positifs et qui n'est pas surendettée, etc. Maintenant, on va aborder le sujet d'analyser les dividendes. Alors pour ça, je vais expliquer notamment aux personnes qui souhaitent développer un portefeuille de dividendes, c'est très important. Et il y a de nombreux points à prendre en compte qui sont très très importants dans l'analyse de celle-ci. On va commencer avec le tout premier point qui rejoint un peu l'analyse de la tendance long terme d'une action. Là, ça va être la tendance du dividende. Par exemple, on va choisir des entreprises qui versent des dividendes depuis
plusieurs années de façon constante, car on ne veut pas voilà, que ça fasse des yo-yo comme l'action. On veut vraiment que le dividende reste stable, voire même qu'il évolue. On va même parfois sélectionner des entreprises qui s'appellent des dividendes aristocrates. Donc c'est des entreprises qui versent des dividendes depuis des dizaines d'années de façon constante et en perpétuelle évolution. Ça peut être le cas de Coca-Cola, 3M, etc. Et c'est des entreprises généralement très stables sur le long terme. Et pour analyser ces dividendes, je te conseille le site Seeking Alpha. Je t'aurais mis des screenshots juste avant de différentes actions à dividendes et l'évolution de celles-ci. Et donc, c'est un site qui est parfait pour analyser l'historique des dividendes et voir s'il a été stable durant les années précédentes et s'il était en évolution. Deuxième chose à prendre en compte en termes de dividendes, ça va tout simplement être l'analyse du payout ratio. Qu'est-ce que c'est que le payout ratio? Imaginons que Coca-Cola fait 100 euros de bénéfices nets. Vous savez que les dividendes sont une partie de ces bénéfices reversés aux actionnaires. Eh bien, imaginons que si le payout ratio est de 50%, ça veut dire que c'est 100 euros de bénéfices de Coca-Cola. Coca-Cola va devoir reverser 50 euros à ses actionnaires car le payout ratio est de 50%. Parfois, il peut être plus, parfois, il peut être moins. Et il faut se méfier des entreprises. En tout cas, moi, je ne sélectionne pas des entreprises qui ont des payout ratios supérieurs à 70%, 60%. Pourquoi? Car ça veut dire que ça va laisser forcément moins de bénéfices à l'entreprise pour réinvestir, etc. C'est notamment le cas pour Tesla, Facebook, etc. qui décident d'investir uniquement dans leur croissance et notamment des actions à croissance, ce qui veut dire qu'ils ne versent pas de dividendes à leurs actionnaires, mais en échange, ils essayent d'investir un maximum dans leur développement et donc espérer faire évoluer le prix de l'action. C'est un choix à choisir, etc. Mais en tout cas, moi, j'utilise seulement des payout ratios en dessous de 70%. Il y a en plus certains extrêmes qui ont des payout ratios supérieurs à 100%, ce qui veut dire que l'entreprise doit sortir de l'argent en plus de ses bénéfices pour assurer le versement des dividendes, ce qui, sur du court terme, peut, suivant des situations exceptionnelles, être acceptable, mais si ça fait plusieurs années, eh bien ça peut être très problématique, car ça veut dire que l'entreprise ne gère pas forcément bien ses fonds ou manque d'argent. Ensuite, on va parler de la dernière chose à analyser en termes de dividendes, selon moi, et qui est très important, c'est le rendement en dividendes. Vous allez me dire, mais pourquoi je ne vais pas chercher une action qui a 14% de rendement en dividendes? Comme ça, je suis sûr d'avoir un très bon rendement et plus que la moyenne, et au moins, je serai assuré. Le problème avec ça, c'est que les actions et les entreprises qui versent de gros dividendes ne veut pas dire sûreté. C'est même généralement le contraire, car personnellement, je ne prends pas des actions qui versent plus de 6% du dividende, c'est-à-dire que si une action coûte 100 euros, 6% revient à verser 6 euros par an de dividendes. Et évidemment, l'évolution de celui-ci va varier, car si une action coûte 100 euros et qui a 6% du dividende, si l'action baisse drastiquement à 50 euros, donc on divise par 2 le coût, le dividende restera le même, mais ne sera plus de 6%, mais deviendra de 12% à ce moment-là, car l'action a divisé par 2, mais le ratio du dividende est exactement le même. C'est pourquoi je te conseille d'éviter les entreprises au-dessus de 6 à 7%, grand maximum de rendement en dividende. Et voilà, donc la partie technique est terminée, on va commencer la partie fondamentale qui est l'une des plus importantes pour évaluer la valeur d'une entreprise et qui est, selon moi, un phare et un point clé pour les investisseurs long terme, car on ne peut pas se passer d'analyser les fondamentaux d'une entreprise pour le long terme. On va commencer par la première chose qui est la reconnaissance de marque. Qu'est-ce que c'est? Bien, par exemple, si je vous parle de smartphone, vous allez penser à Apple. Si je vous parle de soda, vous allez penser à Coca-Cola. Si je vous parle de basket, vous allez penser à Nike, etc. Donc, c'est des entreprises qui sont extrêmement connues du grand public, qui sont connues dans le monde entier, avec une position généralement de leader. Ça sera un deuxième point que je vais aborder également. En tout cas, dès qu'on vous parle d'un certain secteur, vous avez ces marques qui vous viennent en tête. Vous savez qu'elles sont dominantes, qu'elles innovent généralement dans leur secteur et qu'elles ont un produit qui est imposé depuis des dizaines d'années et qui a fait leurs preuves. Ensuite, on va passer à la deuxième chose à analyser en termes des fondamentaux, qui est le secteur de l'entreprise. Je n'aime pas investir dans des choses que je ne comprends pas, par exemple les biotechnologies, les nanotechnologies, etc. Je n'y intéresse pas et je n'y comprends rien. Donc si on me dit d'y investir car il y a de forts potentiels qu'elle augmente, je ne le ferai tout simplement pas. Comme dit Warren Buffett, il préfère investir dans ce qu'il connaît et c'est pourquoi il n'a jamais investi dans le Bitcoin, car il ne comprenait pas, même s'il savait qu'il pouvait peut-être faire beaucoup d'argent avec, il ne préfère pas mettre son argent là où il ne comprend
pas comment ça fonctionne. Donc, certes, ça va être moins marrant à dire en soirée mondaine, mais investis dans des secteurs que tu connais, même des secteurs très classiques de l'eau, de la finance, des assurances, de l'énergie, etc. C'est des choses qui ont fait leurs preuves dans le passé, qu'ils feront encore à l'avenir. Par exemple, la consommation de base, on en aura toujours besoin de ce qui est des médicaments, de ce qui est de la nourriture, etc. C'est des choses qui existeront pour toujours, en tout cas dans la grande majorité des cas, alors que les nanotechnologies, etc., c'est des choses beaucoup plus volatiles pour certaines entreprises. Et ça reste surtout en fait le problème que c'est très récent, alors qu'il y a des choses qui ont fait leurs preuves. Donc investis dans des secteurs d'activité que tu comprends. Je ne te dis pas de ne pas investir dans les nanotechnologies. Si tu travailles dans ce secteur, si tu comprends bien ce secteur, n'hésite pas, tu peux y aller si tu comprends ton secteur d'activité, c'est le point clé. Ensuite, je vais te dire la troisième chose que tu vas devoir analyser, c'est tout simplement, ça rejoint un peu le premier point qui est est-ce que ton entreprise est leader de son marché? J'aime bien investir dans les meilleures entreprises de leur domaine. Comme je te l'ai cité, par exemple, ça peut être des entreprises très connues comme Apple, etc. En tout cas, je veux que ça soit leader de leur domaine ou qui peuvent concurrencer et avoir une part de marché énorme et qui est très connue. Comme je te l'ai dit, ça représente un peu le premier point, c'est un peu le même domaine, sauf qu'ici, je cherche vraiment des leaders. Donc ça peut être dans des entreprises que tu connais peut-être un peu moins. Si c'est le pharmaceutique, je pense peut-être à Pfizer. Si c'est par exemple dans les chantiers, construction, etc., matériel, Caterpillar, ce sont des entreprises qui viennent un peu moins en tête quand on pense à ces secteurs-là, car c'est des secteurs un peu plus basiques et un peu moins connus du grand public, et c'est des entreprises peut-être aussi B2B, etc. Donc, j'aime bien investir également dans des entreprises qui sont leaders de leur marché, dans des secteurs un peu moins connus du grand public, ou en tout cas qui ne sont pas très intéressants du point de vue consommation globale. Et enfin, une des dernières choses à analyser selon moi, c'est l'actualité des entreprises. Je ne te dis pas et surtout pas de l'analyser tous les jours car c'est bon pour faire jouer tes émotions. Et comme je te l'ai déjà dit, les émotions en bourse, c'est très mauvais. Ça va peut-être même te causer une perte en capital car tu ne sauras peut-être pas les gérer, tu auras trop peur. Et on sait, la bourse est quand même volatile. Des fois, ça va être beaucoup plus volatile que d'autres. Mais si tu laisses tes émotions parler à ta place, ça risque de te poser de gros problèmes. Et le problème, c'est que les médias amplifient cela et jouent beaucoup plus sur tes émotions sans que tu t'y en rendes compte. Car si tu vois tous les jours dans les médias que l'action a chuté, etc., que les actionnaires ne sont pas payés, ça va te mettre dans le rouge très vite au niveau du cerveau. Alors qu'on veut juste analyser ici comment l'entreprise est perçue publiquement et au niveau des actualités. Prenons un exemple. Si tu étais investisseur et que tu voulais investir dans GameStop parce que tu as vu que l'action a littéralement explosé mais que tu n'as pas suivi l'actualité et que tu n'as pas vu que c'était parti d'un mouvement Reddit, et ben tu aurais peut-être investi sur quelque chose que tu n'aurais pas compris et le fait d'avoir lu l'actualité, ça t'a permis de comprendre pourquoi cette action a explosé du jour au lendemain littéralement alors que les résultats de l'entreprise, etc., ne sont pas très florissants depuis plusieurs années, eh bien, lire les actualités de temps en temps vont te permettre de connaître les situations de l'entreprise, savoir peut-être des mouvements de marché ou des choses que tu n'aurais pas compris sans lire un peu l'actualité. Pour finir cette vidéo, je vais te citer les 4 erreurs qui sont les plus fréquentes en fait, faites en bourse, notamment par des débutants qui achètent leurs premières actions. Alors c'est tout à fait normal de se faire ces erreurs-là, beaucoup en ont fait, j'en ai fait également, mais c'est toujours mieux de savoir les rectifier au bon moment. La première erreur qui correspond un peu à ce que je t'ai dit auparavant, c'est de ne pas connaître le secteur d'activité dans lequel tu investis. Tu imagines bien que si tu ne sais pas dans quoi tu investis, tu ne sais pas comment fonctionne l'entreprise, tu ne sais pas savoir toi-même si l'entreprise sera bonne dans le long terme, puisque tu mises juste sur le fait de la tendance passée et espères juste qu'elle continue. Donc il faut vraiment que tu saches si l'entreprise est dans un secteur porteur, qu'elle est leader de son marché, en tout cas très bien positionnée, et surtout que tu saches si elle va perdurer dans le temps. Ensuite, on va passer à une deuxième erreur très connue qui est de suivre les tendances. Si demain, une entreprise explose du jour au lendemain d'un secteur très peu connu que tu ne connaissais même pas l'entreprise auparavant, est-ce que tu vas investir dessus? La réponse est non, car si tu ne la connaissais pas avant, tu ne sais pas d'où elle vient, tu ne sais pas ce qu'elle fait encore actuellement, tu ne connais pas son passé. Et le problème, c'est qu'investir là-dedans, tu vas plus jouer au casino qu'investir réellement ton argent. Et ça, c'est un coup à perdre tout ton argent. Ce qui a été le cas, par exemple, dans le Bitcoin, des personnes qui n'y connaissaient rien et qui ont vu la chose monter et qui ont perdu beaucoup d'argent en vendant au mauvais moment. Ensuite, une autre erreur que je te déconseille de faire, c'est de mettre tout ton argent à acheter l'action à un instant T. Ce que je te recommande vivement de faire, c'est du dollar cost averaging. Qu'est-ce que c'est? Ça consiste tout simplement à acheter en fait l'action tous les mois à un prix
à peu près stable, tu peux l'augmenter, le but c'est de ne pas le diminuer, mais au moins tu vas lisser ton prix d'achat. Si imaginons l'action est à 20 euros le premier mois et que tu l'achètes le deuxième mois à 40 euros, tu auras lissé ton prix d'achat à 30 euros. Ce qui aura pour effet sur le long terme de lisser ton prix d'achat à la hausse ou à la baisse, mais en tout cas de ne pas mettre tout ton argent d'un coup à un instant T, et si l'action chute juste après, de perdre tout ton capital. C'est pas ce qu'on veut, et le DCA te permet d'investir de manière plus sécurisée tout en investissant tous les mois. Et ensuite, la dernière erreur, et l'une des pires pour moi, c'est de faire du copier-coller de portefeuille. Je ne te dis pas que tu ne peux pas t'inspirer ou utiliser différentes actions ETF que des personnes utilisent, que tu suis, que ce soit moi ou d'autres personnes, mais ne copie jamais bêtement un portefeuille. Pourquoi? Car ça revient un peu au premier point. Si tu ne sais pas dans quoi est-ce qu'il a investi, pourquoi est-ce qu'il a investi, et surtout, quelles sont les raisons pour lesquelles lui il investit, il a certainement des objectifs différents des tiens, et même s'il a les mêmes, si tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fait ça, le jour où il arrêtera de te partager ses connaissances ou son portefeuille, tu vas te retrouver totalement perdu et tu ne sauras pas quoi faire. Donc je te recommande vivement de créer au moins ta propre stratégie, et ensuite tu peux prendre évidemment des exemples, tirer profit de plusieurs portefeuilles que tu vois sur internet, etc. Mais toujours en comprenant pourquoi tu dois y investir, est-ce que ça correspond à ton profil d'investisseur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire, toi, quelles sont les manières dont tu analyses une action, et si cette vidéo t'a plu. On se dit à la prochaine, c'était Maxime.